Notre histoire débute avec Giacomo Colosimo, dit Big Jim, né en 1878 à Cosenza. Il était un mafioso italo-américain du début du XXe siècle et le membre fondateur de l'Outfit de Chicago avant d'en devenir le parrain. Par la suite, un deuxième personnage très important, John Donato Torrio, né à Irsina Matera en 1882. Il est un mafieux italo-américain surnommé le Fox. Il est le neveu de Giacomo Colosimo et Torrio, lui, s'occupe du réseau de prostitution. Mais qu'est-ce que l'Outfit? L'Outfit de Chicago, ou simplement The Outfit, est le nom donné à la famille du crime organisé de Chicago dans l'Illinois depuis 1910. Parmi les voyous qu'il s'était adjoints figurait un jeune New-Yorkais du nom d'Alphonse Capone, né en 1899. Al Capone avait une nature chaleureuse, mais pouvait aussi être coléreux et très violent. Il était le chauffeur et le garde du corps de John Donato Torrio. Nous avons trois personnages importants. Giacomo Big Jim Colosimo, le parrain de l'Outfit, soit la mafia de Chicago. John Donato Torrio, son neveu, principal assistant de son oncle, très décisionnel dans l'organisation. Et finalement Al Capone, assistant, homme de main, tueur et chauffeur de Torrio. Dans un premier temps, dès le début de la Prohibition, en 1919, Torrio va s'opposer à son oncle. Il rêve de découper la ville en différents secteurs, de façon à ce que chaque gang puisse disposer de revenus garantis dans le secteur de l'alcool de contrebande. C'est un homme qui déjà avait démontré ses qualités d'organisation à New York dans les 5 familles, et il avait une vision, mais son oncle Giacomo Colosimo n'avait aucun intérêt pour l'alcool et ordonna à son neveu Torrio de cesser toute activité dans ce domaine. Le 11 mai 1920, Torrio donne rendez-vous à son oncle Colosimo à son club pour 18 heures. À son arrivée, l'endroit est vide et lorsqu'il s'engage dans le vestibule qui mène à son bureau, un homme, par l'arrière, lui loge une balle dans la tête à bout portant. Torrio et Capone avaient des alibis solides. Les policiers arrêtèrent Frankie Yale, un tueur à gages, mais faute de témoins pour l'identifier, il fut relâché et le règne de John Donato Torrio va commencer. Tout son plan fut mis en place et les affaires prospéraient. L'organisation fournissait presque toute la bière dans la région. Ils importaient aussi d'importantes quantités de whisky du Canada via le gang du Northside de Dion O'Banion, des alcools forts directement des distilleries de la petite Italie de Chicago. Al Capone est le numéro 2 et il est le bras droit de Torrio dans le trafic d'alcool qui est très florissant, ainsi que le réseau de prostitution et les maisons de jeu. L'organisation, à son plus fort, dominait presque toute la ville dès 1920. La première grande intervention pour Capone sera quand il affrontera le clan O'Donnell, qui lui voulait faire bande à part, bloquait des camions de l'organisation et intimidait les clients en affaires avec l'organisation. C'est alors que Capone, avec quelques complices, va se charger d'éliminer 7 membres de l'organisation O'Donnell. Et à partir de ce moment-là, l'organisation va dominer
à peu près tous les secteurs. Pendant ce temps-là, Torrio est loin des affaires. Il passe beaucoup de temps en Italie. Il fait pleinement confiance à Capone, qui a l'organisation complètement en main et prend toutes les décisions. Le 8 mai 1924, un gangster dénommé Joe Howard agresse violemment Jake Guzik dans un bar. Guzik était un maître comptable et était en fait le numéro 3 de l'organisation derrière Torrio et Capone. Capone se chargea lui-même d'aller rencontrer Joe Howard pour lui demander des explications et Howard se contenta d'insulter Capone en le qualifiant de macro-rital et Capone, devant 3 témoins, vida son chargeur sur Howard. Évidemment que 2 témoins ne purent identifier Capone et le 3e disparut et la police, une fois de plus, ne peut rien contre Al Capone. L'organisation rencontre ses premiers vrais problèmes lorsque les frictions commencent avec les clans, soit les Northsiders d'O'Banion et les Siciliens dirigés par les frères Jenna. Dans un premier temps, Dean O'Banion n'avait jamais accepté totalement l'autorité de Torrio, mais c'est le clan des O'Donnell qui fut le premier à créer les gros problèmes dans le traité de paix entre les gangs chapeautés par Torrio et Capone. On connaît la triste fin du clan O'Donnell. Les Jenna fabriquaient un alcool 3 fois moins cher que celui du clan O'Banion, mais avec des substances chimiques dangereuses qui pouvaient provoquer la cécité, la démence et même la mort. Fin 1924, l'alcool des frères Jenna fait son apparition dans les bars du Northside. La tension monte lorsqu'O'Banion intercepte un camion de livraison des Jenna. Les Jenna veulent le tuer. La tension monte. O'Banion va en profiter pour faire un coup tordu à Torrio et Capone. Il leur dit qu'il est las de la contrebande d'alcool et qu'il veut se retirer des affaires. Il accepte 500 000 pour ses parts dans la brasserie Seabund qu'il détient avec Torrio et Capone. Quelques jours plus tard, alors que O'Banion a reçu son argent, les policiers avec le chef de police Collins font une rafle dans la brasserie et Torrio en personne est arrêté. La vérité éclate alors. O'Banion était au courant que les policiers étaient pour intervenir dans la brasserie et il vendit tout de même ses parts au clan Torrio. De plus, il s'en vantait publiquement en disant « Ce macro, je crois que je lui ai mis le nez dans la merde comme il faut. » Par la suite, O'Banion continue à mettre de l'huile sur le feu en insultant Angelo Jenna pour une dette de jeu. Les choses ne pouvaient plus en rester là et l'inévitable était pour se produire. Dean O'Banion se met tout le monde à dos. Les frères Jenna rencontrent Torrio et Capone le 8 novembre pour la marche à suivre. O'Banion et le fleuriste auquel il est associé travaillent tous les deux le dimanche 9 novembre. Ils confectionnent gerbes et couronnes mortuaires pour les obsèques du mafieux Mike Merlo. Le 10 novembre 1924 à midi, toujours chez le fleuriste, O'Banion travaille lorsqu'une voiture s'arrête avec 3 hommes à son bord. Ils entrent dans le magasin et tirent 6 fois sur O'Banion à la poitrine, à la gorge et à la tête. O'Banion n'a aucune chance et il s'écroule. Comme à l'habitude, la police n'a pas de témoins et l'enquête n'est pas résolue. Mais tous savaient que Angelo Jenna conduisait la voiture, que Mike Jenna était entré le premier pour serrer la main de O'Banion
pour ensuite le déséquilibrer, et que les deux tueurs siciliens étaient Albert Anselmi et John Scalise qui avaient tiré sur O'Banion. Et tout le monde aussi savait que ce meurtre était la commande de John Donato Torrio et de Al Capone. Mais les choses n'en restent pas là, et dès janvier 1925, le successeur de O'Banion, Imi Weiss, tente d'abattre Torrio mais sans succès. Le chauffeur est blessé et la voiture criblée de balles. À la même époque, Torrio plaide coupable pour l'affaire de la brasserie et il attend sa peine qui devrait être légère. Le 24 novembre, il est à nouveau victime d'une tentative de meurtre et s'en tire par miracle. 4 hommes qui l'attendaient le blessent au visage, à la poitrine, aux jambes, à l'aine, et quand l'un des tueurs veut lui porter le coup fatal, le conducteur de leur voiture klaxonne, ce qui est le signal qu'il faut déguerpir immédiatement. Indépendant de fortune et ébranlé par les tentatives de meurtre contre lui, Torrio convoque Capone et lui passe la main. Une guerre impitoyable se prépare pour le contrôle de la mafia à Chicago. Nous sommes en 1925 et les Irlandais, les Juifs et les Polonais sont tous du côté maintenant dirigé par Imi Weiss. À 26 ans, Al Capone se retrouve à la tête d'une organisation dont le chiffre annuel se compte en dizaines de millions de dollars. Il réorganise le gang et fait ses plans pour les futures répliques à venir. Les événements arrivent très vite. Aux obsèques de Mike Merlo, Frankie Yale désigne Angelo Genna comme le successeur de Mike Merlo à la tête de l'Union sicilienne. Le 25 mai 1925, Angelo Genna est tué par Imi Weiss, qui est le successeur de O'Banion, et par ses 2 hommes de confiance, George Bugs Moran et Vincent Drucci. Le 13 juin, Bugs Moran et Vincent Drucci sont blessés gravement lors d'une poursuite commanditée par Mike Genna, John Scalise et Albert Anselmi. Les policiers prennent en chasse le gangster et 3 d'entre eux sont tués, ainsi que Mike Genna. Scalise et Anselmi, après s'être enfuis, sont capturés par la police. Les choses ne s'arrangent pas pour le clan Genna. Le 8 juillet 1925, Tony Genna est exécuté en pleine rue. Un meurtre attribué au clan Capone, avec les 3 principaux frères chez les Genna qui sont tués, les 3 autres toujours en vie décident d'abandonner les affaires et de quitter la ville de Chicago dans un premier temps. Capone est débarrassé du clan Genna. Le reste de la bande se joignit à Capone. Par la suite, on organisa la défense de Scalise et Anselmi. Et évidemment, on entreprit de terroriser les témoins et le principal témoin à charge, l'inspecteur Sweeney, celui qui avait abattu Mike Genna lors de la fusillade. La maison de Sweeney explosa et fut détruite par une bombe. Finalement, les 2 tueurs à gages furent condamnés à seulement 14 ans de prison pour le meurtre de 3 policiers, pour homicide involontaire, car ils auraient répliqué aux policiers, et la décision du jury irrita profondément le juge, qui ne pouvait donner plus que 14 ans. On vit dans l'anarchie à Chicago dans les années 20. C'est la terreur et l'intimidation, des meurtres à la pelle, et en 1925, cette violence est loin d'être terminée. Par la suite, 8 membres du clan Genna sont tués. Les autres se rallient à Al Capone. Les morts n'avaient pas le temps de refroidir que déjà une nouvelle affaire arrivait. Une bande menée par un Irlandais nommé
Klondike O'Donnell s'était mis à vendre de la bière dans les territoires du clan Capone. Le 27 avril 1926, alors qu'il quitte un bar, un convoi de 5 voitures, dont l'une avec Capone à son bord, arrive et la mitraille commence. O'Donnell et son frère s'en sortent de justesse en se jetant derrière une voiture, mais 3 de leurs compagnons périssent. Capone est sans pitié. Il élimine tous ceux qui sont sur son chemin. En août 1925, la guerre n'a pas de répit. Par 2 fois, Emmy Weiss, qui est le successeur d'O'Banion, échappe à 2 tentatives d'assassinat commanditées par Capone. Le 4 octobre, Tony Lombardo, qui représente Capone, rencontre Weiss pour une entente de paix, mais Weiss est disposé à accepter à la condition que Scalise et Anselmi, qui sont liés à la fusillade et à la poursuite en automobile contre son clan, soient éliminés. Car entre-temps, Scalise et Anselmi ont été acquittés lors d'un 2e procès, et cette proposition est immédiatement rejetée par Capone. Une semaine plus tard, le 11 octobre, Weiss est abattu devant la cathédrale Holy Name, et ce, malgré la présence du garde du corps près de lui. 2 tueurs embusqués dans une chambre pendant près d'1 semaine ont fait le travail. Le 31 octobre 1925, une réunion va dépasser la fiction. 30 gangsters se réunissent à l'hôtel Sherman. Un inspecteur de police est là comme témoin. Les journalistes attendent dehors. On accepte le redécoupage de la ville proposé par Capone et la fin de la guerre des gangs est acceptée. Al Capone, en moins d'1 an de pouvoir, devient le maître incontesté de la pègre à Chicago. Par la suite, Capone va même travailler à l'élection de Big Bill Thompson au poste de maire. Toute la ville de Chicago appartient à Al Capone. Mais une nouvelle guerre arrive bientôt. Un nouveau gang, formé par les frères Aiello, qui ont le pouvoir dans la petite Italie, conteste le pouvoir de Capone, et ils font cause commune avec Bugs Moran, patron des Northsiders. Ils font un premier essai avec 4 tueurs étrangers, venus tuer Capone, mais ils n'ont même pas la chance de l'approcher qu'ils sont abattus net par Machine Gun Jack McGurn. Aiello, sentant que sa vie est en danger, va quitter la ville. Les choses semblent se calmer pour un temps. Pendant ce temps, Capone passe beaucoup de temps en Floride, où il s'est acheté une luxueuse demeure. Le 7 septembre, Tony Lombardo, homme de main de Capone, qui est à la tête de l'Union sicilienne, est abattu par des tueurs d'Aiello, et son successeur, Pasquale Lolordo, est éliminé presque immédiatement aussi. C'est alors que Joe Aiello, l'un des gangsters les plus féroces de son époque, s'installe à la tête du gang de l'Union sicilienne. La guerre qui va opposer Capone au Aiello lui causait des soucis, mais aussi les Northsiders continuaient à intercepter des camions et faisaient sauter des barres de son organisation. Capone perd patience et décide d'une solution finale pour régler ses problèmes. De plus, Bugs Moran ne manquait jamais une occasion pour insulter publiquement Capone en l'appelant la bête. Le 14 février 1929, à 10h30 le matin, Capone se trouve en Floride avec un alibi solide. Au même moment, le gang du Northside est dans un entrepôt au 2122 North Clark Street. Bugs Moran a du retard et c'est ce qui va lui sauver la vie, mais 6 membres de son équipe sont déjà là.
Une Cadillac noire, identique à celle utilisée par la police de Chicago, surprend le groupe qui croit à une descente de police, et Moran qui arrive à juste le temps de tourner les talons. Deux hommes en uniforme de police font aligner bien tranquillement 7 hommes face contre le mur et ils les mitraillent. Un véritable carnage qui ne leur a laissé aucune chance. Surnommé le massacre de la Saint-Valentin, l'affaire faisait la une des journaux dans le monde entier. 40 ans plus tard, le témoignage du cambrioleur et kidnappeur Alvin Karpis désigna les meurtriers Claude Maddox, George Ziegler, Gus Winkler et Crane Neck Nugent. À l'exception de Maddox, les 3 autres étaient étrangers à la ville et avaient bel et bien été engagés par Al Capone. Une semaine après le massacre de la Saint-Valentin, Frank Rio, l'un des gardes du corps les plus importants de Capone, l'informe que Joe Giunta, qui est chef de l'Union sicilienne, vient de nommer Albert Andelmi et John Scalise à la tête du gang. Andelmi et Scalise sont les 2 gangsters qui travaillaient pour Capone, qui ont été acquittés lors d'un 2e procès par les bonnes œuvres et influences de Capone. Andelmi et Scalise trahissent Capone. Ils parlent beaucoup et disent que ce sont eux qui vont prendre le contrôle de la ville. Capone leur tend un piège et simule une violente dispute avec Frank Rio devant Andelmi et Scalise, et ce dernier mord à l'hameçon et aborde dans les jours suivants Frank Rio pour que celui-ci l'aide à tuer Capone. C'est la preuve dont Al Capone avait besoin. Le 7 mai 1929, Capone donne un grand banquet en l'honneur de Joe Giunta, John Scalise et Albert Anselmi. La fête dure jusqu'au petit matin, lorsqu'au signal de Capone, 3 hommes immobilisèrent Giunta, Scalise et Anselmi. On a alors droit à un épisode de légende et très violent. Capone, à l'aide d'un bâton de baseball, frappa sans relâche les 3 hommes jusqu'à la mort. On se débarrassera des cadavres dans l'État de l'Indiana. Les Siciliens sont enragés et Capone, pour la première fois, sent quand même la soupe chaude pour lui et se pense plus en sécurité en prison, le temps que les choses se tassent. C'est alors qu'il va simuler avec un agent de police à sa solde une arrestation et il va être accusé de port d'armes prohibées. Il aura une peine de 12 mois. Il sera traité comme un prince, recevant des visites à volonté et ayant le téléphone. Il sera libéré le 30 mars 1930. Eliot Ness et ses incorruptibles entrent en scène à la poursuite de Al Capone. Ness est supporté par un ennemi autrement plus dangereux. Herbert Clark Hoover vient d'être élu président des États-Unis et débute son mandat le 20 janvier 1929 et Al Capone est une priorité pour lui. La stratégie de Hoover va différer en ce sens qu'il décide d'attaquer Capone sur 2 fronts, la contrebande d'alcool et la fraude fiscale, car Capone n'a jamais rempli une seule déclaration d'impôt. Eliot Ness ferme les brasseries de Capone les unes après les autres, sans relâche. Pendant ce temps, le gouvernement se penche sur les revenus de Capone depuis 1927, car à partir de cette date, la Cour suprême a statué que les revenus illicites étaient taxables et ça n'augure rien de bon pour Capone. Des proches commencent à tomber. Ralph Capone, le frère aîné de Al, est l'objet d'une grosse enquête et on retrouve 8 millions sur divers
comptes à son nom. On l'arrête en octobre 1929 et il est condamné à 3 ans de prison. Le tour de Jake Guzik, qui est le conseiller financier et juridique de Capone, arrive aussi et il est condamné à 5 ans de prison. Frank Wilson, le chef de la section d'investigation du fisc à Chicago, est à plein temps sur le dossier Capone. L'un des agents de Wilson parvient même à infiltrer le gang de Capone sous le nom de Mike Lepito venant de Philadelphie. Frank Wilson ira même à convoquer Capone, qui d'abord coopératif perd contenance et menace Wilson en lui disant de prendre attention à lui. Tout au long de l'année 1930, Wilson poursuit son enquête méthodiquement. L'un des informateurs de Wilson lui dit que 5 hommes ont accepté 25 000 $ pour le tuer. Wilson va déménager dans le secret et va continuer son travail. Finalement, en juin, les accusations vont tomber sur Capone. 23 chefs d'accusation retenus contre lui, s'élevant à près de 400 000 $. C'était peu en regard des sommes véritablement engagées, mais bien suffisant pour accuser, et Wilson avait bâti un dossier solide avec des preuves. De plus, Elliot Ness déposait en preuve 5000 violations du Volstead Act pour la contrebande d'alcool. Les avocats de Capone, Thomas Nash et Michael Ahern, parviennent à négocier une entente de 30 mois de prison pour Capone s'il avoue sa culpabilité, mais cet accord est rejeté par le juge James Wilkerson. En haut lieu, on ne fait pas de quartier et on veut la peau de Capone et on est confiant avec le dossier que l'on a bâti. Le procès est fixé pour octobre 1931. Le clan de Capone recommence à vouloir intimider les jurés, mais le juge Wilkerson et le procureur George Johnson, qui sont mis au courant du stratagème, vont inverser la liste des jurés avec une autre qui correspond à un autre procès. Décidément, plus rien ne réussit à Capone. Il est attendu dans tous les coins. L'avocat de Capone, Albert Fink, a une défense très mince à présenter et se montra impuissant devant le solide dossier de la poursuite, ne pouvant que prononcer de vagues louanges concernant le caractère philanthropique de Capone et avec des témoins le disant dépensier. Le 17 octobre, les jurés déclarent Capone coupable et le juge Wilkerson condamne Al Capone à 11 ans de prison et 50 000 $ d'amende. Capone fit appel, mise en liberté refusée, et son appel sera rejeté. Torrio, Luciano et Dutch Schultz, venus de New York, lui rendirent visite en prison. Capone est transféré à Alcatraz le 18 août 1934. Les irrécupérables s'y retrouvent et les conditions de détention sont sévères. Le contact à l'extérieur faisait objet de sévères restrictions. Une visite de 2 par an, 45 minutes maximum par mois. Les journaux et la radio sont interdites. Le courrier vérifié, limité à 3 lettres par semaine. La suite est connue. Capone, victime de syphilis, va être libéré en novembre 1939 et les ravages sur lui étaient énormes et il souffrait même de démence. Il décède le 27 janvier 1947 à l'âge de 48 ans. Al Capone est le gangster le plus célèbre de l'histoire. Dans les années 20, il était le roi de Chicago. Rien ne lui résistait. Il était inatteignable.
Un simple contrôle fiscal va mettre fin à son emprise sur le crime organisé. Al Capone demeure aujourd'hui une légende du passé.